supérieur à l'Académie de Normandie, donc en charge principalement des relations avec des universités. Et donc, je suis Christelle Lecoeur, responsable du bureau du remplacement et des agents non titulaires de l'Académie de Normandie sur le périmètre de Rouen. C'est gentil. À ce moment-là, je peux vous laisser faire directement le petit speech sur la pré-pro, comme ça permettra déjà d'avoir une base, une petite introduction avant de pouvoir Oui, passer. pas de souci. Merci. Carole, est-ce que tu veux le faire ou je le fais comme tu veux? Je continue? Oui, vas-y. Donc, le dispositif des AED en contrat de pré-professionnalisation est un dispositif qui a commencé à la rentrée 2019. Donc, on est sur la troisième année de mise en œuvre de ce dispositif. C'est, comme son nom l'indique, un contrat a pour vocation de présenter, on va dire, les métiers de l'enseignement et de l'éducation auprès d'étudiants qui se destinent et qui ont la vocation pour ces métiers-là. Et effectivement, on recrute à partir de la L2, donc de l'entrée en L2. L2, L3, vous continuez sur votre cursus universitaire, on va dire, traditionnel et habituel, pour normalement vous destiner en M1 aux, ce qu'on appelle les M1 enfin les master MEF, des métiers de l'enseignement et de la formation, en INSPE, en institut, des maîtres et des métiers du professorat. Voilà. Pour ce qui est du dispositif, vous avez un contrat donc d'assistant d'éducation, mais vous n'êtes pas assistant d'éducation dans l'établissement. La première année en L2, ça se résume principalement en une année d'observation. Vous êtes tutoré par un enseignant de l'établissement, que ce soit du premier degré ou du second degré. Et puis, ça sera principalement de l'observation, comment constituer une petite séquence classe, etc. En licence 3, c'est plus une phase, on va dire, là de où vous commencez à travailler avec les élèves sur tout ce qui est, aide aux devoirs, dispositif, d'aide aux devoirs, d'accompagnement pédagogique. Et puis, vous commencez aussi à présenter des séquences classes en collaboration avec l'enseignant, avec votre tuteur. Et puis en dernière année, donc en M3, puisque ce sont des contrats de 3 ans, en M1 pardon, puisque ce sont des contrats de 3 ans, là, vous pouvez être amené même à faire des petits remplacements de professeurs. Vous pouvez être amené à être tout seul devant les élèves. Voilà. Et sinon, vous ferez de la co-intervention avec le professeur. Voilà pour les grandes lignes du dispositif. Après, peut-être passer aux questions-réponses si vous en avez. Oui, Peut-être tout que à fait. Madame Alexandre a des précisions à apporter, des précisions complémentaires. Non, pas énormément. C'est la progressivité qui est effectivement la chose la plus importante. Et juste, normalement, ce parcours d'AED Pré-Pro doit faire l'objet d'une reconnaissance dans le cadre de votre cursus universitaire. Et cette reconnaissance peut avoir plusieurs formes. Ça peut ça peut remplacer un stage dans certains cas. Ça peut remplacer une matière ou une autre pré-pro dans d'autres. Ça dépend vraiment des filières. Là, je crois que vous êtes tous en SHS, vous êtes tous en sciences de l'éduc et sociaux. Oui, en source d'éducation chez nous. Ok. Sciences de l'éducation, ouais, d'accord. Du coup, ça, normalement, c'est l'infographie qu'il y avait sur le site de l'académie qui représentait tout ça. Mmh. Je ne sais pas si vous avez 2-3 juste petites informations complémentaires à ajouter. Premièrement, sur le nombre de places, parce que nous, le flou qu'on a eu, c'était les 3000 nouveaux étudiants en L2. C'est pour l'Académie de Normandie ou alors c'est pour toutes les académies partenaires? Non, c'est au niveau national. D'accord. C'est toutes les académies partenaires, effectivement, les 3000 nouveaux étudiants en L2. Pour l'Académie de Normandie, on tourne aux environs, alors tout dépend, premier degré, second degré. En étant sciences de l'éducation, vous vous destinez plutôt vers le premier degré. On va avoir une trentaine de postes pour le périmètre de Rouen à pourvoir. D'accord. Voilà, répartis. Le périmètre de Rouen inclut également les étudiants de l'Université du Havre. Ah d'accord. Oui. Ça fait peu.
Et oui, et le périmètre de Rouen, c'est Rouen, donc le Havre, mais c'est aussi l'Eure. On peut avoir aussi des établissements dans l'Eure. D'accord. Alors oui, c'est assez peu. Après, voilà, il faut aussi qu'on trouve les terrains d'accueil permettant d'accueillir dans de bonnes conditions les étudiants et de pouvoir faire le suivi nécessaire. Et puis, d'avoir vraiment les tuteurs qui puissent vous accompagner un maximum. Donc, c'est vrai que c'est pas beaucoup, surtout par rapport au nombre où en général vous êtes tous les ans. Mais c'est déjà une grande avancée par rapport à certaines académies qui n'en ont pas du tout. Pour exemple, sur le périmètre de Caen, il n'y a que depuis cette année où il y a des recrutements dans le premier degré et c'est 10 personnes. Oui, tout à fait. OK. Bah, après, je pense que après ce petit speech, on pourra passer, ouais, aux questions-réponses. Du coup, ce qui était l'objet principal de Oui, de bah oui. cette conférence. Du coup, je propose à tous ceux qui sont présents et qui ont des questions de les poser du coup une par une et si vous avez la possibilité de les poser à l'oral et d'allumer vos caméras, beh, n'hésitez pas. Alors moi, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. Moi, je me destine plus à être, conseillère principale d'éducation et je voudrais savoir, en fait, si la pré-pro, c'est aussi utile pour moi, est-ce que c'est que pour l'enseignement? Est-ce que, il y a aussi possibilité de travailler avec des CPE et de pas enseigner forcément, je sais pas si c'est bien clair la question? Alors, pour l'instant, effectivement, le dispositif des AED Pré-Pro n'est pas ouvert sur d'autres métiers que les métiers d'enseignant. D'accord, Donc, vous n'aurez pas de découverte du métier de CPE en venant effectivement faire une pré-professionnalisation. Et en plus, en venant de sciences de l'éducation, vous avez de grandes chances de vous retrouver en établissement du premier degré, donc avec des petits d'école maternelle ou de primaire. Et pour le coup, il n'y aura pas de CPE qui pourra vous montrer un petit peu ce que c'est que le métier. d'accord, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut enchaîner? Du coup, moi, j'avais des questions. Vous avez parlé du coup, des places pour le premier degré. Il y en a aussi, pour le second degré du coup? Oui, Et à peu près combien? il y en a plus pour le second degré. On est aux alentours que je dise pas de bêtises, peut-être que Carole, tu as les chiffres en tête. Je les ai sous les yeux surtout. Pour l'année prochaine, on a prévu sur le périmètre de Rouen, donc le périmètre même de l'université de Rouen, hein, en tous les cas entre l'université de Rouen et l'université du Havre, on va dire, une douzaine en mathématiques, 7 en sciences physiques chimie, 13 en anglais, 7 en espagnol, 2 en allemand, une douzaine en lettres et 14 en histoire. Voilà. Sachant que ça dépend vraiment hein, des possibilités nationales et effectivement des possibilités de terrain, d'accueil sur le terrain, parce que les enseignants qui sont sur le terrain sont également en charge de l'accueil des stagiaires de l'INSPE qui sont en master math et de tout un tas d'accueils. Donc c'est un petit peu compliqué d'aller au-delà. D'accord. Alors, je pense qu'avant que quelqu'un reprenne à l'oral, je vais poser les questions qui ont été écrites, qui étaient mises à l'écrit, pardon. Alors, premièrement, à qui doit-on adresser la lettre de motivation qui est demandée? Donc, voilà, ça c'est la première question qui est à l'oral. Alors là, je vais répondre tout de suite. Normalement, hier matin, tous les étudiants de première année de licence de l'UFR-SHS, donc sociaux, sciences de l'éduc, psychologie de l'UFR, lettres et sciences humaines de l'UFR, sciences et techniques et de l'UFR STAPS de l'Université de Rouen, hier matin, ont reçu un message qui leur expliquait tout, sachant que vous recevez vos messages sur votre adresse étu. Et perso, normalement, on l'a reçu. D'accord. Vous l'avez reçu, vous, Corentin? Oui. D'accord. Donc, normalement, tous les étudiants ont reçu ce message hier matin qui explique tout et notamment que tout doit être fait en ligne
sur un site. Excusez-moi, mais je pense que la question, c'était plus de savoir, dans la lettre de motivation qu'on doit remettre en ligne, du coup, si on devait adresser en mettant chère rectrice, chère madame. Je pense que c'était plus ça la question. Donc effectivement, c'est la rectrice, c'est Madame la rectrice qui est chargée du recrutement, donc la lettre doit être adressée à Madame la rectrice. Ensuite, si on passe à la question suivante, les places, ça a été mis. Alors, après, il y a une question par rapport aux pièces complémentaires à joindre au dossier. Nous, on a quelques petits soucis avec ça, c'est-à-dire qu'on nous demande des pièces qu'on n'a pas encore, notamment, par exemple, le total des notes premier et second semestre 2020-2021, sauf qu'on ne l'aura pas avant début juin. C'était pour savoir comment Alors, ça se passe. en fait, ce qu'on voudrait principalement, c'est votre premier relevé de notes par rapport au premier semestre. On sait que vous n'avez ni l'attestation des crédits des 60 ECTS, ni le relevé de notes du deuxième semestre, puisqu'en général, vous l'avez juin, voire début juillet. Donc, pour l'instant, vous nous fournissez le relevé de notes du premier trimestre, et après, vous pourrez compléter ou directement à nouveau sur votre espace en ligne, ou faudra, dans ce cas-là, je vous enverrai un mail, faudra nous le transmettre par courriel à l'adresse destinée à la préprofessionnalisation pour qu'on puisse compléter votre dossier. On le sait tout à fait hein, que effectivement vous n'avez pas encore vos relevés de notes, sauf pour ceux qui seraient en redoublement éventuel de leur licence, mais enfin de leur licence 1, mais pour les autres, on demandera les pièces complémentaires après. Pour l'instant, fournir principalement le relevé de notes du premier semestre. D'accord. Et donc, vous parlez de la modification qui sera possible. Pour modifier le dossier, comment ça se passe? C'est par via le récapitulatif pardon, qu'on a reçu, ou ce sera parce qu'on nous a pas demandé de créer particulièrement d'espace approprié? Non, on pourra par exemple rouvrir le serveur avec vos coordonnées que vous avez renseignées. Et vous pourrez D'accord. retourner sur votre serveur pour compléter votre dossier. D'accord. Et donc là, il faudra passer par l'adresse mail pré-pro. OK. Oui, principalement, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en attendant qui veut poser une question à l'oral? Parce que du coup, Bah, moi, j'en ai d'autres, des questions, sinon. bah, vas-y. Alors, je voulais savoir, sur la fiche d'inscription, il est marqué il est demandé si on est boursier ou non. C'est pour quelle année? Est-ce qu'on est boursier cette année en L1 ou est-ce qu'on sera boursier en L2? Alors, ce qu'on vous demande, c'est la situation actuelle. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes boursier en ce moment? Voilà. Sous-entendu que vous êtes déjà au niveau du Crous connu et que normalement, vous pouvez de toute façon maintenir votre demande de bourse sur les années d'après. D'accord, et du coup, est-ce qu'une personne boursière a plus de chances d'être acceptée qu'une personne qui n'est pas boursière? Normalement, effectivement, il y a une certaine priorité apportée aux élèves boursiers. Mais ça n'exclut pas les non boursiers. On a plein, actuellement, on a plein d'étudiants non boursiers qui participent quand même au dispositif. C'est un des critères de sélection, mais c'est pas un critère déterminant. D'accord. Hop. Dans les questions à l'écrit, encore une fois, il y a une question concernant les 3 communes à choisir. Est-ce que, alors je lis la question comme elle est écrite. Bonjour, concernant les 3 communes à choisir, comment sait-on lesquelles participent à ce dispositif? Car si on marque une commune ne faisant pas partie du dispositif, c'est un peu compliqué. Alors, en fait, on n'a pas encore identifié complètement les terrains d'accueil, puisqu'ils changent d'année en année et ce qu'on voudrait savoir, c'est plus les secteurs où vous pouvez vous intervenir. C'est-à-dire que les établissements vont en avoir un petit peu partout dans toute l'académie. Mais j'ai eu le cas là d'une étudiante qui m'a contactée, dont les parents sont domiciliés à Beuzeville dans l'Eure, qui est assez excentré effectivement, des centres universitaires, que ce soit, de celui de Rouen ou même celui du Havre, hein. Il faut traverser la Seine quand même pour s'y rendre et qui m'a demandé si éventuellement, elle pouvait mettre l'adresse de ses parents. Bien évidemment, vous pouvez mettre l'adresse où vous vivez en tant qu'étudiant, vous pouvez mettre le domicile de vos parents. Ça élargit, on va dire, le champ d'horizon et les possibilités de vous affecter dans différents établissements. Si vous mettez que Rouen Centre,
parce que vos parents sont de Rouen-Centre, etc., ça va nous limiter dans le choix effectivement de l'établissement. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait des établissements parfois dans l'Eure. Donc ça peut être intéressant de savoir que, par exemple, vous avez un pied-à-terre dans l'Eure et qu'on va pas vous faire la navette plusieurs fois pour pouvoir aller exercer dans l'établissement. D'accord, donc en soi, quelqu'un qui a mis Rouen centre-ville, bah, du coup Rouen classique, enfin, quand je dis Rouen, c'est Rouen centre-ville, rive droite, rive gauche, Mont-Saint-Aignan et Bois-Guillaume, donc c'est bon du coup, enfin, C'est bon, ça fait partie des communes qui ça sont fait partie des sûres de communes. faire la Voilà, tout à fait. Par contre, il y a peut-être quelqu'un qui va être à Mont-Saint-Aignan, mais qui peut avoir un pied-à-terre, je vais dire une bêtise, plus sur la partie sud de la métropole de Rouen ou de l'agglomération, et qui sera intéressé par les villes comme Sotteville, Quevilly, des choses comme ça. D'accord. Voilà, c'est plus pour identifier un petit peu les établissements, éviter de vous D'accord. faire trop de kilomètres. Et du coup, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que du coup, parce que personnellement, je prendrai un appartement selon où je pourrais être située si je suis prise en pré-pro. Et donc, est-ce que je peux marquer, par exemple, que moi, tout ce qui est desservi par le réseau Astuce me va? Oui, 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 D'accord, tout à fait. merci. Ensuite, prochaine question à l'écrit. Euh, hum, hum, hum. Alors, il y a quelqu'un qui demande, je me destine à enseigner à l'étranger. Est-ce que ce programme peut entrer en accord avec mon projet ou pas? Non, pas pour le moment. Pour le moment, effectivement, on a des situations problématiques où, il y a des séjours Erasmus qui sont proposés à certains étudiants et que les étudiants qui sont en contrat de préprofessionnalisation, pour l'instant, ne peuvent pas participer à ces séjours, type Erasmus ou les mobilités à l'étranger. Donc c'est le ministère, pour l'instant, prévoit une adaptation, mais c'est pas fait et on ne sait pas quand est-ce que ce sera fait. Donc pour le moment, je veux dire que non. Il y a des évolutions réglementaires, qu'on attend et qui arriveront, certainement dans les prochains mois, voire prochaines années. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous répondrai que ce n'est pas possible. D'accord. Alors, un rayon kilométrique, mais du coup, c'est en fonction des communes, donc c'est plus pour avoir un Mmh. aperçu. Donc cette question-ci, on y a répondu juste avant. Sur quels critères vous basez-vous pour le recrutement en général? Alors, il faut savoir que pour les recrutements, là où vous allez déposer vos dossiers de candidature en ligne, ils sont étudiés en premier lieu par vos universités, par vos directeurs de composantes et directeurs d'université, avant d'être observés plus par le rectorat. C'est-à-dire que votre directeur de composante va devoir émettre un avis sur votre candidature. Donc, à mon avis, il va se fier aussi non seulement à vos motivations hein, pour le métier, aussi à votre assiduité et à vos résultats, bien évidemment. Quelqu'un qui a des résultats un petit peu justes et qui a du mal à suivre l'enseignement, de manière classique, se retrouver avec un statut, de salarié et avoir un emploi à côté, ça va peut-être pas, l'aider finalement, dans la poursuite de ses études et le but c'est pas de vous, faire, redoubler, plusieurs fois vos années universitaires, mais c'est bien de vous permettre de continuer d'avancer dans un rythme normal, tout en ayant un emploi à côté. Ce qui est pas forcément simple, hein, c'est pour ça que le critère de note va, fortement, pencher, dans les critères, et puis aussi l'assiduité. Quelqu'un qui vient à la fac, une fois de temps en temps et qui, voilà, qui récupère pas forcément ses cours auprès de ses camarades, bah, c'est pas forcément, la personne qu'on va sélectionner. Tout à fait, d'accord. Ensuite, il y a une question qui a été posée tout à l'heure, heu, plus sur une autre plateforme, mais est-ce qu'un étudiant qui a le BAFA est plus favorisé que quelqu'un qui ne l'a pas? Non, D'accord, OK. c'est pas du tout un critère, retenu dans les candidatures. Ensuite, j'ai une est-ce qu'il est possible d'arrêter le programme, avant les 3 ans? C'est possible, c'est pas souhaité, mais c'est Oui, possible. C'est oui, après on peut se rendre compte aussi que finalement le métier est pas fait pour nous et qu'on n'a pas envie de poursuivre et dans ce cas-là, on peut démissionner, hein. On n'est pas, attaché,
à l'éducation nationale, même si on est sous contrat, il est tout à fait possible de rompre le contrat selon certaines modalités, hein. Il y a des périodes de préavis en fonction de votre ancienneté de contrat, mais c'est possible. Ça D'accord. arrive, hein, on a déjà eu des personnes qui effectivement, se sont rendues compte qu'ils n'étaient pas faits pour ce métier et qui ont changé de voie pro. Et puis, on a aussi des personnes qui vont arrêter parce que, ils veulent pas faire de master MEF et qui préfèrent se destiner, et continuer dans leur voie, universitaire classique. D'accord, mais est-ce qu'il y a des, j'allais dire des conditions pour arrêter? Donc j'entends par là, nous, c'est les «rumeurs» entre guillemets qu'on a entendues sur le fait que si on arrêtait avant les 3 ans avant de Ah, finaliser ce je vous entends contrat. plus. Ah, est-ce que c'est revenu? Oui. OK. Si en gros, si on arrêtait avant les 3 ans, on pourrait plus s'inscrire au concours pour devenir professeur des écoles? Non, non, c'est pas rédhibitoire. Alors c'est pareil, il y a des je suis souvent interrogée sur le fait qu'il faille rembourser les années, de contrat. Bien évidemment non, vous êtes rémunéré par rapport à un emploi. C'est pas une bourse d'études. Vous n'êtes pas obligé ni un prêt étudiant, vous n'êtes pas obligé de nous rembourser à la fin si vous allez pas jusqu'au bout. Vous êtes, payé, on va dire à terme échu pour ce que vous avez fait comme mission. Alors même si ce sont des missions d'observation au départ, on va vous demander un travail avec un suivi et comme le disait tout à l'heure Caroline Alexandre, ça rentre aussi dans les crédits, pour votre cursus universitaire. D'accord. Donc on ne demande pas de rembourser derrière. J'aurais une question. Oui. C'est les établissements qui nous choisissent ou c'est vous qui nous placez dans les établissements? Ce sont effectivement les services académiques, avec, les corps d'inspection qui, au vu de vos dossiers, vous, placent dans les établissements. Ce ne sont pas les établissements qui choisissent. D'accord, et après à nous, Merci. c'est à nous de prendre contact avec l'établissement Oui, oui, pour, oui. Après, vous aurez une procédure de communiqué, quand vous serez recruté, on vous prévient donc, que votre dossier a été retenu, qu'on envisage de vous affecter à tel endroit, on vous demande de prendre contact, on vous donne les coordonnées et cetera de l'établissement. d'accord. À l'écrit, après, il y a une question qui revient sur les communes, il y en a 2 même. Les communes choisies doivent-elles obligatoirement faire partie de l'académie de Rouen ou peut-on aussi dire que l'on a un pied-à-terre dans une autre académie et qu'on peut s'y déplacer aussi? Non, c'est uniquement Académie de Rouen, les recrutements sont purement académiques. D'accord, Et académie, enfin pas académie de Rouen, académie de Normandie, attention, périmètre de Rouen. L'académie de Normandie maintenant comprend aussi, le périmètre de Caen. d'accord. Mmh. Mais nous, on recrute que pour le périmètre de Rouen, donc Seine-Maritime et Eure. D'accord, il y a quelqu'un qui a demandé, si on marque Rouen et l'Eure de manière générale. Donc a priori, c'est quelqu'un qui peut se déplacer partout dans l'Eure. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il faut qu'elle choisisse vraiment des communes spécifiques? Ce serait mieux d'avoir des communes spécifiques parce que vous savez que l'Eure, c'est grand et que si, par exemple, elle a un pied-à-terre dans le nord de l'Eure et qu'on lui propose Verneuil-sur-Avre, qui est, tout au sud, et qui demande, un certain temps en voiture, voilà, ça va devenir problématique. Donc vaut mieux cibler pour éviter de se retrouver, dans quelque chose de trop large et que vous soyez affecté effectivement, très loin, que ce soit de votre université ou de votre pied-à-terre, ailleurs. Alors, les conséquences, on y a répondu. Est-ce que les 3 ans du programme se font dans la même école? Oui, Dans le même établissement, du moins? OK. normalement oui. Après, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir des évolutions réglementaires qui nous autorisent après à des changements d'établissement ou à des choses comme ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est dans la même école. D'accord. Seul le tuteur peut changer parce que le tuteur peut demander effectivement sa mutation, il peut partir en congé, il peut partir en retraite aussi des fois. Donc seul le tuteur peut être appelé à changer, au cours des 3 ans. Mais l'établissement reste le même. Donc ce sera un autre enseignant de l'établissement qui prendra la relève. D'accord. OK. Du coup, Heu, bonjour. Est-ce que, si le tuteur, part pas en retraite et s'il ne demande pas à changer, est-ce que du coup, on est affecté, à la même classe pendant les 3 ans? Alors pas forcément la même classe, non. Vous allez voir que, surtout dans le premier degré, vous pouvez être sur différents niveaux. Vous
pouvez être la première année sur un niveau et après sur un autre niveau, ou parce que le tuteur a changé, ou parce que le directeur d'école, en collaboration avec votre tuteur, estime que ce serait bon que vous voyiez aussi, si vous avez fait du CP, de voir un petit peu du CM2 ou des choses comme ça. Et D'accord. vous pouvez même être appelé dans l'année à voir différents niveaux. C'est-à-dire que votre tuteur peut vous dire, bah voilà, là, on est au point sur le niveau CP. Je vais demander à un collègue qui te prenne un peu en charge sur un niveau CE1, CE2, enfin tout le reste, quoi. Ok. Ça, après, Bonjour. c'est de l'organisation interne des établissements. Bonjour. Du Bonjour. coup, je voulais poser une question à propos du master MEF. Donc, j'ai lu la note d'info sur les engagements et en fait, ça parle que l'étudiant doit s'engager à candidater en master MEF à l'issue de la licence. Mais dans le cas où on n'est pas accepté en master MEF, est-ce qu'on continue quand même la 3e année de Eh ben, pour l'instant, contrat? effectivement, on est en discussion avec le ministère par rapport à ça, parce que le souci, c'est que si vous n'êtes pas reçu en master MEF, et effectivement, les INSPE n'ont pas l'obligation de vous prendre parce que vous avez un contrat d'AED pré-pro dans le dispositif du master MEF, D'accord. dans ce cas-là, ce sera très certainement l'employeur qui sera dans l'obligation de rompre le contrat. D'accord. Ok, merci. Mmh. Ensuite, j'ai une autre question à l'écrit. Comment sont réparties dans la semaine, les heures qui sont allouées à ce programme-là, donc les 8 heures, par semaine? Alors, on essaye à ce que ce soit sur une seule et même journée, surtout dans le 1er degré, pour éviter de vous faire déplacer, pour rien, et dans le 1er degré, je dirais que c'est plus facile presque sur une journée que dans le 2nd degré, puisque toutes les heures sont réparties, sur une journée. Après, il peut arriver qu'en fonction effectivement, du temps de travail, si vous êtes avec un directeur d'école par exemple, il a des fois des décharges, qui sont liées, à des réunions de travail ou des choses comme ça. Donc il se peut que, voilà, ce soit réparti sur, 2 demi-journées. Ce sera le maximum de demi-journées, D'accord. et c'est à voir aussi en fonction de votre emploi du temps d'étudiant. C'est-à-dire que, il peut aussi, arriver que vous soyez, pris sur que vous ayez que des demi-journées de libre par rapport à votre emploi d'étudiant, ou que ce soit plus facile pour vous de faire des demi-journées. Donc dans ce cas-là, à voir avec le directeur d'école s'il peut vous mettre sur des demi-journées. D'accord. Donc par exemple, si on prend un exemple, je sais qu'actuellement, donc cette année, en L2, les étudiants de L2 ont leur, vendredi, pardon, qui est alloué au stage. Donc l'étudiant peut, par exemple, mettre ses 8 heures tous les vendredis. Comme ça, il a pas la contrainte des cours à l'université, donc il loupe pas de cours et en même temps, il a les mêmes horaires que les autres étudiants en stage. Si son tuteur en école est d'accord, c'est en bonne intelligence que ça se choisit en fonction des contraintes des uns et des autres. D'accord. OK. Nous, on demande au directeur d'école effectivement à ce que, ça n'empiète pas trop non plus sur votre cursus universitaire. Comme je vous disais tout à l'heure, le but c'est pas de vous faire redoubler, c'est de vous faire avancer, et tout en vous proposant ce dispositif-là. Donc en général, ils s'arrangent pour vous mettre l'emploi du temps qui correspondent aussi à vos études, et en évitant de vous faire louper trop de cours. D'accord. Pareil pour vos examens, vous pouvez avoir des aménagements au moment des examens. Bien évidemment, au moment des partiels, on ne peut pas dire, aux universités: «Bah, vous faites pas les partiels à cette date-là», parce que ça nous arrange pas par rapport aux emplois du temps dans les écoles. Donc ce sont les écoles qui vont se plier à vos partiels, et vous pouvez voir même avec le directeur d'école pour avant vos partiels, pour réviser si vous avez besoin, d'une semaine, ne pas aller par exemple travailler, dans l'établissement une semaine et puis rattraper vos heures, la semaine d'après. Où vous n'avez plus de partiels. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 8 heures, bah, vous ferez un peu plus, la semaine d'après. D'accord. Voilà. Il y a des arrangements possibles. D'accord, et du coup pour, les stages, qu'on a un stage je crois en 2e année, pendant notre stage, il est, on a toujours du coup, le contrat de la pré-pro, et donc c'est toujours sur un système d'arrangement, par rapport aux horaires? Alors, J'ai pas peut-être pas été, Par Ça, il rapport au faut, ça, il faut voir avec vos responsables pédagogiques, hein, parce que des fois, dans certaines filières, le contrat des pré-pro peut venir en remplacement du stage. Je ne sais pas du tout si c'est le cas en sciences de l'éduc. c'est le cas chez nous. En tant que D'accord. délégué, on a eu une première réunion, par rapport à la L2 et on nous a dit que
en tout cas cette année, c'était comme ça que la pré-pro pouvait remplacer le stage directement. D'accord. Et bonjour, moi aussi j'avais une petite question du coup. Est-ce qu'on doit faire de notre côté une demande auprès de pour être étudiant salarié ou du coup, vu qu'on peut s'arranger avec l'école, on a besoin ou pas du coup de faire la demande d'étudiant salarié? Non, vous devez quand même faire la demande d'étudiant salarié, je pense. Hein. D'accord. Merci. Ensuite, donc il y a une question. Ah bah il y a Prune, vas-y. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'aurais aussi une petite question. Par exemple, même si on veut faire CPE, est-ce que ça peut être intéressant pour nous de postuler en pré-pro dans le second degré, histoire d'avoir une expérience où on prend la place de quelqu'un qui veut devenir enseignant? Clairement, de toute façon, en second degré, c'est allemand, espagnol, histoire, etc. Et il y a quand même fort, enfin, je ne pense pas que vous serez recruté. On recrutera des gens qui sont en histoire, qui sont en langue, etc. Il y a vraiment peu de chances, à mon avis, hein, que vous soyez recruté avec un profil sciences de l'éduc sur un AED histoire ou autre, parce qu'il y a quand même du fondamental et du disciplinaire qui seront attendus et regardés. D'accord. Et pour le premier degré, du coup, on peut postuler quand même ou ça sert à rien? Premier degré, de fait, vous pouvez postuler. De fait, mais cela dit, si enfin Christelle l'a dit tout à l'heure, vous n'aurez pas, ça ne comblera pas vos attentes dans le premier degré, parce que un CPE, il n'y en a pas dans le premier degré. C'est pas les mêmes publics, c'est pas les mêmes missions, donc ça ne comblera pas vos attentes. Alors après, vous avez un profil sciences de l'éduc. Si vous avez de bons résultats, etc., vous pouvez être recruté dans le premier degré. Surtout ce qui ne vous, enfin, mais ça ne comblera pas du tout vos attentes. D'accord, merci. Et Alors, je à voulais savoir que tout n'est pas perdu hein, pour le métier de CPE, bien évidemment, et qu'il y a d'autres dispositifs qui arrivent et qui vont être déployés. Peut-être qu'on finira par déployer le contrat d'AED pré-professionnalisation sur les métiers aussi de CPE. Et il y a aussi les contractuels alternants, hein, qui est une nouveauté là de 2021 et qui va très certainement s'ouvrir et s'élargir au fil du temps. Et donc qui là devrait commencer pour les masters MEF. Donc si vous voulez faire le métier de CPE, peut-être que vous pourrez participer à ce dispositif au moment de votre entrée en master MEF. D'accord, et ça sera possible qu'à partir du master ou Oui. par exemple si, ce programme il s'élargit, l'année prochaine, je pourrais quand même postuler ou Alors pas? pour l'instant, il sera qu'à partir du master. Il est prévu qu'à partir du master par les INSPE. D'accord, merci beaucoup. Je sais pas, c'est Mélanie, je crois que tu avais une question, non? Je sais plus. Si, c'était moi. Je voulais savoir, à propos, encore une fois, du master, si c'était obligatoire, en fait, de passer par le master option 1, donc professeur des écoles, à la suite du contrat, ou alors on peut choisir, peu importe l'option, pour continuer dans ce qu'on veut plus précisément. Alors, ça sera un master MEF obligatoire. C'est-à-dire, Mais après, vous pouvez prendre un master MEF premier degré ou second degré, ça, vous avez le choix, mais MEF obligatoire. Si vous voulez continuer, je sais pas, je viens de bêtises, en master sciences de l'éducation, effectivement, vous ne pourrez pas poursuivre le contrat, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y aura une fin de fonction de la part de l'administration sur la 3e année. D'accord. Ce que je voulais savoir, c'était surtout si on pouvait choisir forcément le master MEF, mais peu importe l'option. Peu importe l'option, oui. D'accord, merci. Ensuite, j'ai une question à l'écrit qui me semble assez importante. Y a-t-il une alternative pour les élèves qui ne seraient pas pris, mais qui ne pourraient pas continuer leurs études sans? À mon avis, c'est une question financière là-dessus. C'est-à-dire que je pense que la question, c'était dans le sens où si on n'a pas l'apport financier qu'offre la pré-professionnalisation, comment est-ce que cet étudiant a une alternative pour pouvoir continuer ses études sans...
Malheureusement, enfin, et les jobs étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui y travaillent, hein, de toute façon à côté de leurs études, et tout le monde n'est pas ED Pré-Pro, hein. Donc là, il va falloir faire des recherches en dehors des dispositifs de ED Pré-Pro sur le privé. Après, les établissements comme l'université de Rouen ou le Crous, pardon, proposent des jobs étudiants. Alors qui peuvent être rémunérateurs. Et l'université propose également des emplois en service civique, ce que je vous déconseille en première année quand même, parce que c'est bien de pouvoir asseoir sa solidité à l'université avant d'être sur un service civique. Mais en tous les cas, il y a des jobs étudiants qui sont proposés par l'université, qui sont proposés par le Crous. Et sinon, il faut vraiment aller regarder sur des plateformes type JobAvise ou au Centre régional information jeunesse pour essayer de trouver des petits jobs étudiants. Après, bah, évidemment, il y a les bourses si la personne peut y prétendre. Mais voilà, après, il y a des limites à ce que le public peut faire pour accompagner financièrement les étudiants. Après, il y a les emplois d'AED classiques aussi, qui peuvent aussi faire l'objet d'aménagements d'emploi du temps par rapport à vos études, etc. Là, vous êtes assistant d'éducation, ce qu'on appelait vulgairement dans le temps pion ou surveillant. Voilà, c'est ça, mais ça permet aussi de voir un petit peu et de prendre une connaissance du système éducatif, du fonctionnement d'un établissement, des différentes missions des uns et des autres. Même si vous n'êtes pas effectivement dans l'enseignement et que vous êtes plus sur la partie éducation, par exemple pour la personne qui veut être CPE, ça lui permet de travailler avec un CPE directement et de voir ce que c'est réellement que le métier de CPE et de commencer à prendre des informations, etc. Donc ça peut être aussi une alternative intéressante. Mais je suis assez d'avis comme Carole. Je le déconseillerais aussi sur la première année, voire même sur la deuxième, par rapport au fait qu'il faut vraiment pouvoir articuler, hein. Vous êtes sur les ouvertures des établissements, donc en même temps que vos emplois du temps d'étudiants. Contrairement à certains jobs étudiants où on va travailler le soir, là, c'est en même temps que vos heures de cours. Donc il faut être quand même pas mal à savoir rattraper les cours, savoir faire de l'enseignement à distance, et cetera. Bon, vous êtes habitués maintenant avec la conjoncture et la crise sanitaire, mais voilà, c'est quelque chose, vous le voyez au quotidien, que c'est pas évident. Donc là, vous rajoutez une difficulté par rapport à ça. D'accord. Ensuite, il y a une question sur la publication des résultats par rapport aux vœux qu'on a fait. Quand est-ce que ça va être? Quand est-ce qu'on va avoir une réponse en tout cas? Alors assez rapidement, vous aurez une réponse, pour le je crois qu'on avait dit la mi-juin, il me semble, qu'on passait les commissions, donc fin juin, début juillet, je pense que vous aurez la réponse. D'accord, et pour les admissions, on est d'accord qu'il y a quand même une présélection par l'UFR avant que les candidatures soient transmises? Oui. D'accord. Oui, parce que nous, on vous connaît pas, on aura accès à vos dossiers, mais effectivement, au niveau de l'assiduité, et cetera, sinon on prendrait aussi que par rapport à la lettre de motivation et à vos notes. Mais on sait que, parfois on peut avoir, une grosse motivation avec des résultats qui sont peut-être pas forcément, excellents, mais n'empêche que, voilà, on sent que si, on vous donne un peu de méthodologie de travail, et cetera, vous pourrez vous perfectionner et puis ça va venir. Et ça, il y a que vos directeurs d'UFR qui peuvent le savoir. Ceux qui D'accord. vous suivent, régulièrement. Nous, si on suit vraiment que, on va dire au dossier papier, aux notes, et cetera, voilà, on prendra les meilleures notes ou la meilleure lettre de motivation, tout en sachant qu'une lettre de motivation parfois, voilà, on la recopie un petit peu sur internet, hein. Donc ça serait un peu biaisé. C'est pour ça qu'on demande aussi, l'avis des directeurs d'UFR par rapport à ça. Et cette année, est-ce que ça va changer un peu? Parce que, enfin, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont être prises en compte? Parce que clairement, enfin, l'UFR, on a dû le voir 2 semaines à tout casser. Nos profs, ils nous connaissent pas spécialement et nous, on les connaît encore moins.
Donc c'était un peu compliqué, surtout qu'ils n'ont pas non plus forcément fait l'appel lors des TD quand on était à distance. Donc tout ce qui est assiduité, etc. Enfin, ça va se passer comment? Parce que du coup, sur ce sur quoi vous vous basez, vous vous êtes basé en tout cas les années précédentes, cette année, c'est un peu biaisé, quoi. Bah, du coup, je pense qu'ils feront effectivement essentiellement au dossier comme nous, on pourrait le faire, hein, finalement, puisqu'ils n'ont pas beaucoup plus de vision du terrain que nous, là, pour le coup, avec les circonstances sanitaires. Donc, je pense que ça va être essentiellement aux notes qu'ils vont se fier. Après, peut-être que Carole va pouvoir en dire plus, puisqu'elle a plus la relation avec les universités. Non, je suis d'accord. Cette année, c'est quand même très particulier, hein. L'année dernière, c'était la première année où on recrutait des AED pré-pro en première année, et sincèrement, on a bien vu que les avis portés par l'équipe pédagogique sur les dossiers des élèves en sciences de l'éducation étaient extrêmement argumentés et étaient extrêmement construits. Enfin, ils avaient vraiment regardé avec une grande attention vos dossiers. On voit bien, par contre, c'est vrai que certains étudiants étaient connus, d'autres un petit peu moins, etc. C'est normal, hein, c'est la vie normale d'une UFR. Là, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez repris, non, vous êtes à quelques cours par-ci par-là, encore en présentiel, hein, c'est tout. Malheureusement, oui. Donc, effectivement, cette année, je pense que ça va être extrêmement factuel sur votre assiduité aux examens et au contrôle continu. S'il y avait des tests sur plateforme, etc., ils vont regarder, je pense, tout ce côté assiduité, mais effectivement sur des choses très carrées, hein, examen, contrôle continu, etc. Parce que s'ils font pas l'appel, et je sais que c'est souvent le cas en SHS, ils vont vraiment être sur les notes et l'assiduité aux examens, etc., quoi. Et la motivation, parce que quand même ils vont regarder vos lettres de motivation. L'année dernière, ils l'avaient fait de façon très sérieuse, hein. J'ai une question. Est-ce que si la réponse d'admission est négative, on sera tenu au courant quand même? Alors, au nombre de dossiers, je dois vous avouer qu'on a un peu de mal à répondre à tout le monde, parce que vous êtes très nombreux à nous solliciter et sur cette période-là, figurez-vous qu'on doit aussi préparer la rentrée. Voilà, c'est le service qui gère aussi, tout ce qui est remplacement et préparation de rentrée. Donc, c'est une période assez, fournie, chez nous. Donc on répond principalement aux personnes qui sont retenues, pas forcément aux personnes qui ne sont pas retenues, on s'en excuse. On devrait le faire. Après, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. À moins que je réussisse, comme là maintenant ça va être, un dépôt de dossier en ligne, qu'on réussisse à récupérer vos adresses mail et que je puisse faire un mailing pour prévenir tout le monde de l'état de la situation, et de votre dossier. Mais sans mailing, si je dois réécrire un par un à tout le monde, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ce qu'on peut faire, je crois, ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est le tableau final, comme nous, on aura un tableau final avec les études, avec tous les candidats et parmi eux ceux qui sont recrutés, c'est le transmettre aux responsables pédagogiques dans les universités qui auront ainsi la liste complète de ceux qui sont admis et de ceux qui ne le sont pas. Ce sera plus facile en proximité compte tenu des contraintes techniques, comme ça de vous donner les retours. D'accord, mais si ça se fait pas, du coup, ça veut dire que si mi-juillet, on n'a pas de réponse, c'est qu'on n'est pas admis, quoi. Voilà, tout à fait. D'accord, merci. J'ai une question, quoi. Enfin, j'ai plusieurs questions à l'écrit, du coup. Si l'on est affecté, pardon, quelque part, est-ce qu'on a le droit de changer d'avis si la localisation nous va pas, ou est-ce qu'on peut refuser complètement l'affectation? Ah bah oui, vous pouvez refuser puisque de toute façon, c'est un contrat. Donc tant que vous n'avez pas, on va dire signé le contrat, vous n'êtes pas engagé avec le rectorat, pour le moment. Après, voilà, vous refusez l'affectation, si c'est un problème de localisation, on peut essayer d'en discuter et de voir, tout en sachant que, bah, on n'a pas forcément, non plus trop de choix dans les établissements, et qu'on pourra peut-être échanger avec un collègue, ou un camarade à qui ça plaît pas non plus au niveau de son affectation. Mais si on n'a rien d'autre, malheureusement, on pourra pas, vous apporter satisfaction.
Et vous pouvez aussi renoncer complètement au dispositif, hein, changer d'avis pendant les vacances et renoncer au dispositif, ça c'est possible. Et dans ce cas-là, on donnera le poste à quelqu'un qui était sur liste complémentaire, qu'on n'a pas pris parce que voilà, son dossier n'a pas été retenu dans l'immédiat, mais on se garde quand même une petite liste complémentaire. Et on peut rappeler des personnes au dernier moment pour leur donner la place. D'accord. Ensuite, il y a une question que je vais lire parce qu'elle est un peu plus longue. Si je souhaite faire un master MEF dans le sud, est-il possible que pour la première année de master, qui soit donc la dernière année de pré-pro, de déplacer mon dossier dans le sud avec moi et poursuivre tout de même? Pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, il D'accord, n'y a pas de mutation académique de possible sur les recrutements des pré-pro. Chaque académie a ses propres recrutements et aussi ses propres disciplines. Comme je vous disais tout à l'heure, périmètre de Rouen, on recrute dans le premier degré depuis 2 ans. Périmètre de Caen, il y a que cette année. Et peut-être que sur d'autres académies, il n'y en a pas du tout. d'accord. Ok. Alors, du coup, ça revient à une question comme tout à l'heure, mais si l'on veut candidater dans le second degré, peut-on choisir la matière dans laquelle on va être affecté? Bah non, normalement, on peut pas choisir, comme le disait tout à l'heure Carole Alexandre, ce sont des disciplines, donc c'est plus par rapport à vraiment au cursus universitaire disciplinaire. Quelqu'un qui est en lettres va pas pouvoir postuler en mathématiques. Enfin, il peut, hein, mais on le prendra pas. On va recruter pour les mathématiques, on va recruter quelqu'un qui vient des mathématiques. Pour les lettres, quelqu'un qui vient du secteur des lettres. L'espagnol, effectivement, quelqu'un qui est en fac d'espagnol. On évite de prendre des gens d'autres cursus parce qu'il va falloir aussi avoir certaines connaissances disciplinaires que certes on a en lycée, hein, mais là on va demander des choses plus poussées. D'accord. Pour être professeur de français, il ne s'agit pas seulement de savoir parler français, il va falloir aussi avoir quelques notions de littérature, des choses comme ça, des choses plus poussées. Et ça poserait aussi problème dans la reconnaissance du cursus, hein. Un étudiant en lettres qui va postuler pour faire un AED pré-pro en histoire, ça va être compliqué dans son cursus de lettres de valoriser quelque chose dans une autre matière. Enfin, c'est dans les deux sens. Ouais. D'accord, et j'ai une question du coup par rapport à ça, parce que du coup vous avez dit que dans les matières du second degré, il y a des matières du coup, générales. Est-ce qu'il, sera possible, bon je pense pas cette année, mais peut-être, dans les années prochaines, que, il y ait, des matières, professionnelles? C'est possible. En fait, les ouvertures de discipline, elles évoluent, on va dire, d'année en année. On a commencé, sur vraiment les disciplines du socle commun, français, lettres et même anglais. On n'a même pas l'histoire géo, on n'avait même pas l'histoire géo à l'époque. On avait français, lettres, anglais. On l'a ouvert ensuite au premier degré et à l'espagnol, aux sciences physiques. Et puis là, cette année, on l'ouvre à l'histoire-géographie. Donc, plus ça va, plus le dispositif, effectivement, s'ouvre sur différentes disciplines. Après, pourquoi pas l'ouvrir sur des disciplines d'enseignement professionnel, ça, c'est possible. Mais ça, D'accord, je peux mais pas le pas cette garantir. année Et du c'est coup? souvent le ministère, non. Et c'est souvent le D'accord, ministère, effectivement, qui détermine les ouvertures. Donc là, on peut pas du tout savoir ce qui va en être l'année prochaine. d'accord. Il y a quelqu'un qui demande, qui envisage de changer d'université, pardon, d'aller à Paris. Est-ce que la pré-pro est disponible là-bas? Donc j'imagine que vous n'avez pas forcément la réponse, mais est-ce qu'il y a un Alors, endroit où on peut retrouver le dispositif existe sur les académies parisiennes. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans quelles circonstances, quelles sont les conditions de recrutement et dans quelle discipline, ça, c'est vraiment des recrutements académiques. Je pense que si vous contactez directement le rectorat de Paris, mes collègues pourront directement vous en dire plus. Et parfois, l'information est disponible aussi sur le site des académies. D'accord. OK. Alors, J'ai une question sur le nombre de places. Oui. Vous aviez dit qu'il y avait 30 postes à pourvoir, mais est-ce que vous savez combien pour la L1 SDE? Tout dépendra du nombre de candidats parce que pour le premier degré, c'est de fait ouvert à toutes les disciplines de première année à la fac.
Après, on sait qu'on a des viviers de candidatures vraiment très importants dans certaines disciplines, dont la vôtre, mais on a aussi pas mal de candidats, par exemple, qui viennent de STAPS. Donc, ça dépendra vraiment des candidats. On a essayé l'année dernière de laisser une place substantielle aux étudiants qui viennent de SDE, mais ça dépend vraiment du nombre de candidats et de la qualité des dossiers. D'accord. Ok, merci. Je voulais savoir aussi à titre indicatif, pour savoir en fait combien vous aviez eu de candidatures l'année dernière, pour faire un comparatif. Alors exactement l'année dernière pour l'université de Rouen uniquement, et à l'université de Rouen, sauf erreur de ma part, c'était 15, il y avait 15 sur l'université de Rouen et 10 sur le Havre, hein, de places. Et là, on a augmenté de 5 hein, globalement. Et l'année dernière, il y avait eu 93 candidatures. Ok. D'accord, merci. En tout. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'elle est assistante d'éducation dans un collège à 63% de son temps cette année. Et donc, elle n'est pas souvent en présentiel sur le campus, elle fait tous ses cours en distanciel. Est-ce que ça va lui porter préjudice par rapport à son dossier? Non, je pense pas que ça porte préjudice. Le principal, c'est qu'effectivement, elles poursuivent. Si vos directeurs du FR voient que les résultats sont là et que la personne arrive tout à fait à suivre son enseignement à distance, il n'y aura pas de préjudice par rapport à ça. Son dossier sera tout autant regardé que quelqu'un qui est 100% en présentiel. D'accord. On peut être très souvent en distanciel et être performant, et être très souvent en présentiel et avoir des résultats qui ne sont pas là. Donc c'est principalement les résultats. Après, par contre, il faudra qu'elle fasse un choix en étant AED. Si elle souhaite poursuivre l'année prochaine, elle ne pourra pas être AED classique à 63%, plus AED pré-pro, plus étudiante. Ça va commencer à faire beaucoup pour une seule et même personne. Donc il faudra peut-être qu'elle diminue sa quotité d'AED ou qu'elle soit uniquement AED pré-pro et plus AED classique. D'accord. Ensuite, il y a une question par rapport au désistement. Est-ce que si quelqu'un se désiste à partir de septembre, octobre, est-ce que les étudiants qui sont sur liste d'attente vont remonter, ou alors est-ce qu'à partir du moment où les postes sont alloués aux étudiants qui sont pris, enfin, je ne sais pas si ma question était très claire, mais est-ce que la liste d'attente elle va remonter, ou est-ce que quand c'est fini, c'est fini? Non, non, non. Septembre, octobre, je dirais, je peux encore repêcher. D'accord. Je peux encore repêcher des personnes parce que effectivement, l'année n'est pas encore bien commencée. Voilà, tout se met en place. Il n'y aura rien de perdu. Après, si ça arrive en fin d'année scolaire, c'est plus compliqué parce que voilà, par rapport à l'avancée pédagogique, l'année sera finie. Au niveau de la phase d'observation, même pour vous, hein, vous allez observer les 2 derniers mois de l'année, il n'y a pas d'intérêt. D'accord. Et Septembre, octobre, oui, je peux encore solliciter effectivement des personnes. S'il y a une démission, un désistement, je prendrai sur la liste complémentaire et je solliciterai la liste complémentaire. D'accord, et pour rebondir par rapport à ça, un étudiant qui va se désister, je sais pas, en fin de L2, qui veut pas continuer sa L3 et la première année de master. Est-ce que le poste qui va laisser vacant, ça va être réattribué à un étudiant, du coup, de L3 qui s'était inscrit en L2, ou ça va Non, être remis à disposition pour les nouveaux L2? ça sera remis à disposition pour les D'accord. nouveaux L2. Effectivement, on peut pas commencer les contrats de préprofessionnalisation après l'entrée en L2. D'accord. Voilà. Si vous avez fait votre L2, bah, c'est dommage, on ne pourra pas de toute façon vous prendre à partir de la L3. J'ai D'accord. une question, du coup, si on est pris en pré-pro, on démarre en septembre et on finit en juillet, c'est ça? En août, les contrats, c'est 3 ans non-stop, c'est-à-dire que juillet et août, on continue de vous payer, Et on même fait si les quoi? établissements sont fermés. Justement, on fait quoi dans les écoles? Ouais, les écoles sont fermées, vous n'allez pas dans les écoles.
Non, vous C'est êtes un en contrat de vacances. travail, vous avez droit aux vacances. Hein. Vous êtes en vacances comme tout le monde. Non, vous êtes en vacances et vous pouvez même faire un cumul d'activités. C'est-à-dire que je sais que quand on est étudiant, pour certains, on a parlé du BAFA tout à l'heure, vous pouvez être aussi animateur de colonies de vacances ou animateur en centre aéré. Ça pose pas de problème. Il faudra juste faire une petite demande de cumul d'activités pour être au clair avec la réglementation, mais elle vous sera acceptée et vous pourrez cumuler votre emploi à la fois d'AED pré-pro et à la fois d'animateur de centre aéré ou de colonie. Et ça équivaut pour toutes les vacances? Oui, oui, oui. D'accord, Oui, oui, parce que même pour les petites vacances, vous n'avez pas de permanence dans les emplois de professeurs, donc ça équivaut aussi, oui. d'accord. Question suivante. Moi, Est-ce je voulais savoir aussi. oui. Ah, désolée. Non, Je voulais t'en prie, savoir vas-y. aussi, vu qu'on doit faire 8 heures par semaine, donc 30 enfin, un certain nombre d'heures par semaine, est-ce que du coup les horaires qu'on fait pas pendant les vacances sont rattrapés, Non. non, c'est pas Non, non, les rattrapé? 8 heures, c'est vraiment annualisé, c'est-à-dire c'est 8 heures par semaine, et pendant vos vacances, vous rattrapez pas les heures que vous ne faites pas pendant les vacances, hein. Ce D'accord, sont vraiment des vacances, ça compte comme ça. d'accord. Alors après, c'est pareil, c'est 8 heures, vous verrez que dans certains établissements, on va dire que c'est 8 heures, parfois, un peu moins de 8 heures même, parce que selon les contraintes horaires des établissements, il se peut que ce soit que 6 heures, 7 heures, c'est pas très grave. Voilà, vous inquiétez pas, on vous demandera pas de rattraper les 2 heures restantes, hein. D'accord, et c'est pour rebondir pareil là-dessus, c'est que de l'enseignement pur? Ou alors si un établissement, je sais pas moi, demande, pour de la garderie ou de l'aide aux devoirs, quelque chose comme ça, qui mais je sais pas, qu'il a besoin d'aide, est-ce qu'il peut demander à nous de rajouter des heures sur le contrat, pour, Non. Après, il peut vous solliciter dans le cadre de vos heures, voilà, dans l'établissement, notamment sur la fin de la première année, voire, la deuxième année, sur de l'aide aux devoirs. Ça oui, il pourra, parce que ça fait partie de vos ça rentre dans votre champ de compétences. Par contre, il peut pas vous dire, «Bah, tiens, j'ai un professeur absent, ou un assistant, enfin, une personne pour l'aide aux devoirs absent, tu vas le remplacer et tu vas faire 12 heures au lieu de 8». Ça non, il peut pas. d'accord, Après, c'est pareil, quand vous avez un aménagement par rapport à vos heures d'examen ou des choses comme ça, si le chef d'établissement peut vous demander de rattraper à un autre moment de l'année. Mais ça devra être justifié. C'est-à-dire qu'il ne peut pas disposer de vous comme il l'entend. d'accord. D'accord, donc il y a pas possibilité d'avoir d'heures supplémentaires? Oh non. D'accord. Après, vous pouvez, mais ce sera du bénévolat. OK. Est-ce que le permis de conduire, il est valorisé ou pas? Pour l'attribution d'un poste, Oui, je pense que alors la après, question était posée comme ça, ouais. disons que c'est pas valorisé, mais ça, c'est plus pratique pour nous comme pour vous, que vous soyez mobile. Après, on le demande pas, hein, dans les dossiers. Je crois pas qu'on l'ait. Non, On s'est posé la question, savoir si on le demandait ou pas. On voudrait pas non plus que le fait de ne pas avoir de permis de conduire soit un critère de discrimination. D'autant plus que effectivement, si vous êtes sur l'agglomération rouennaise, voilà, il y a tout le système de transport en commun qui est possible. Donc c'est d'accord, pas, voilà, c'est pas une obligation, après ça peut être un plus pour vous. Ça veut dire qu'effectivement vous êtes mobile et que si on a un établissement qui n'est pas accessible en transport en commun, bah, peut-être qu'on pourra plus facilement vous l'attribuer à vous plutôt que quelqu'un qui est, vraiment tributaire des transports en commun. d'accord. Un étudiant boursier, est-ce qu'il doit préciser son statut? À mon avis, c'est une double question dans le sens, est-ce qu'il le précise? Parce que s'il a un échelon boursier plus élevé, est-ce qu'il est plus prioritaire que quelqu'un qui a l'échelon, 0 bis, par Non, exemple? OK. non, non. On va pas étudier J'avais une l'échelon question de pour revenir au bourse. permis. Oui. Allez-y. Parce que j'avais une question par rapport au permis, vu qu'on en parlait. Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, qu'on a un pied-à-terre, je sais pas, au Havre, mais qu'on peut se déplacer aux alentours vu qu'on a le permis dans la localisation? Oui, 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 oui. Oui, oui, vous pouvez mettre Le Havre et alentour, par exemple. OK, Vous n'êtes pas merci. obligé de vous limiter vraiment à une commune. Vous pouvez mettre Le Havre et alentour. On saura qu'effectivement, vous n'êtes pas, spécialement, contre, un établissement en dehors du Havre Centre. D'accord. Merci. Vous pouvez préciser aussi dans votre lettre de motivation, hein, que vous êtes véhiculé ou dans votre CV, hein.
il y a quelqu'un qui demande, enfin du moins qui dit que pour être étudiant salarié, c'est à partir de 10 heures par semaine. Est-ce que là, les 8 heures, ça rentrera est-ce on pourra quand même avoir le statut avec 8 heures par semaine? Oui, et qui plus est, l'université de Rouen-Normandie avait validé un statut dès 8 heures par semaine d'étudiants avec activité professionnelle. Mais oui, demandez-le et vous l'aurez, il n'y a pas de raison. Ouais. D'accord. D'autant que c'est 8 heures par semaine, mais c'est 8 heures d'enseignement, hein. Vous savez que à ce moment-là, un enseignant dans le second degré, par exemple, ne fait que 18 heures devant élèves. Donc, pour l'obligation d'un enseignant second degré, c'est 18 heures. D'un premier degré, c'est 21 heures. Bien évidemment, ça, c'est les heures devant élèves, mais c'est pas la réalité de ce qu'il fait en semaine. Et il faut multiplier par 2. C'est-à-dire que là, c'est pareil, si vous regardez la rémunération, elle correspond pas qu'à 8 heures, d'un temps complet dans le secteur privé. Elle correspond effectivement, à un emploi d'enseignant. Donc D'accord. comptez que 8 heures valent 16 heures. Parce que vous allez avoir de la préparation, vous allez avoir aussi des choses à faire, dans les classes. Par exemple, si vous êtes affecté, dans une petite classe, vous allez avoir aussi de la préparation de salle de classe à faire. D'accord. D'accord, et pour les je reviens, aux histoires des communes. Hem, Est-ce que c'est possible de mettre, donc par exemple la ville où mes parents ha enfin le village où mes parents habitent, en mettant, qu'on ait possibilité de se déplacer sur un rayon de 10-15 kilomètres autour Oui, oui, de oui. ce village? Oui, oui, normalement dans le serveur, vous pouvez le préciser, ou c'est pas vraiment des communes, fixes. Vous pouvez mettre, un groupement de communes ou des choses comme ça. Vous pouvez mettre, par exemple, je vais dire une bêtise, vous pouvez mettre, Elbeuf, plus ou moins, 10 kilomètres. D'accord, OK. Voilà, ou agglomération d'Elbeuf, comme ça on sait que c'est pas Elbeuf, centre, mais que, on peut vous proposer des choses dans un rayon raisonnable. D'accord. Après attention aux tout petits villages par contre, hein, il faut que ce soit quand même, une ville, par exemple, je pense à des tout petits villages de l'Eure, essayer de nous mettre une grande ville à proximité ou au moins Mmh. une ville où il y a un établissement. Ah parce qu'en fait, par exemple, je vis entre 2 villes où il y a des établissements et j'ai la possibilité de me déplacer vers les 2, mais les 2 sont à l'opposé l'un de l'autre. Mais par exemple, D'accord. si je mets par exemple Louviers, Mmh. et je peux aller aussi à Évreux, mais pour autant, si je mets, 20 kilomètres autour de Louviers, bah, je peux pas forcément aller jusqu'à 20 kilomètres plus loin de Louviers, à l'opposé d'Évreux. Je sais pas si c'est logique, ce que je dis. C'est compréhensible ce que Ouais, je dis, mais voilà. vous allez être plus, vers effectivement entre Louviers, Incarville, Évreux, Gravigny. Exactement. Ça va être plus facile pour vous cette zone-là que si je vous mets sur Elbeuf. Voilà, c'est ça. Enfin, Elbeuf, c'est Non, bah, servi par Réseau Astuce. Donc bon, c'est ouais, mais oui. mais ou Pont de l'Arche ou des choses comme ça, Oui, où, ça sera peut-être plus compliqué de vous y rendre pour vous, plutôt qu'effectivement tout le secteur Gravigny, Évreux et cetera. Bah, vous précisez, fait oui, oui, vous pouvez mettre, par exemple Évreux, 20 kilomètres ou entre Louviers et Évreux. d'accord, OK. Il y a ensuite quelqu'un qui demande, qui habite près de Dieppe, est-ce qu'elle peut mettre, il ou elle peut mettre, elle du coup, mettre Dieppe, en commune directement? Oui, oui, oui. OK, Oui, oui, si elle a des facilités pour se rendre à Dieppe, presque plus que sur, Rouen, au contraire, qu'elle mette Dieppe en premier. Parce que d'accord. le souci, c'est que si on se fie à vos adresses uniquement, vos adresses étudiantes, vous êtes tous à Mont-Saint-Aignan, donc j'aurais pas assez d'écoles à Mont-Saint-Aignan pour tous vous mettre à Mont-Saint-Aignan. Par contre, si effectivement, vous êtes domiciliés, ailleurs ou si vos parents, sont domiciliés ailleurs et qu'ils peuvent vous recevoir, les jours où vous êtes, sur votre affectation, bah, c'est plus pratique. Ça D'accord, permet d'en mettre un peu partout sur l'académie et pas de tout centrer sur, Rouen ou Rouen Agglo. OK. Après une question, peut-on continuer notre contrat même si nous allons en IFSEC pour le master? Il sait que c'est des instituts de préparation dans l'enseignement catholique, ça? Je peux pas vous dire là, j'ai juste eu la contraction IFSEC, c'est tout. Sur la question,
Si, c'est dans l'enseignement catholique. La personne peut prendre la parole si toutefois je me trompe, hein, mais ça, c'est les instituts de formation à l'enseignement catholique, je pense. Ça, je sais pas. Je pense que c'est pour rester dans le public, mais là, faut peut-être. Je sais pas. Ça, Christelle. Je sais pas parce que le ministère a l'air assez strict là-dessus, hein. On a demandé justement à plusieurs reprises savoir s'il y avait vraiment l'obligation du master MEF par l'INSPE et ils ont l'air de rester campés sur cette position-là pour le moment. Donc je pense que tout ce qui est autre ne sera pas autorisé. D'accord. Pour le moment, hein, au jour d'aujourd'hui. Même si c'est pour de l'enseignement privé, je pense que comme ça n'est pas du master MEF, ils ne prendront pas. D'accord. Pour en revenir au privé public, les établissements dans lesquels on est mis, ce sont des établissements uniquement publics ou il y a aussi des établissements privés, mais dans les contrats? Non, uniquement public. D'accord. Ok. Moi, j'avais une question par rapport du coup au contrat. Si par exemple, j'ai déjà effectué 2 ans en tant qu'AED et que là, je rentre dans le contrat de préprofessionnalisation, est-ce que du coup, lors de mes concours, je serai à 5 ans dans l'éducation nationale? Est-ce qu'il y aura possibilité de passer le concours en interne ou est-ce que comme c'est que 8 heures par semaine, ça ne rentre pas dans les 5 ans de l'éducation nationale? Alors, le concours interne, oui, mais sauf que effectivement, le fait d'être à moins d'un mi-temps, 8 heures, moins d'un mi-temps, vous n'allez pas totaliser l'ancienneté aussi vite que si vous êtes à temps complet. D'accord, OK. Voilà, c'est-à-dire que pour un an travaillé, on va pouvoir compter que 6 mois, parce que c'est proratisé à la quotité de travail. OK, Donc il va vous d'accord. falloir plus de temps. Mais les 2 ans d'AED, enfin et même les années d'AED pré-pro vont compter effectivement dans le concours interne. D'accord. Il y a une petite question. À partir de quand peut-on prendre les dossiers de candidature et jusqu'à quand? Alors normalement, le serveur est ouvert depuis avant-hier, si je ne me trompe et vous avez jusqu'au 26 mai pour pouvoir candidater. Je m'absente, je reviens tout de suite. Il y a Justine qui prend le relais. J'arrive. Pas de souci. Donc normalement, les serveurs sont ouverts, hein, depuis le 4 mai, jusqu'au 26 mai pour dépôt des candidatures. Vous avez dû avoir une information d'ailleurs de votre UFR, hein, je pense, par rapport à l'ouverture des serveurs. Ah, Carole, tu as pas remis ton micro? Hier matin, un message est parti à tous les étudiants de première année de l'université où il y a des dates des serveurs, etc. qui sont prévues dessus. Il y a une petite note qui était jointe au message qui précisait bien les dates de candidature, l'adresse à laquelle le serveur pouvait être trouvé. On va au cas où il y a des pertes d'informations en ligne, on va aussi mettre à jour le site de l'académie. Voilà, c'est ce qui me Et semble. on a demandé aux universités également de mettre en plus des mails, parce qu'on sait que tous les étudiants ne regardent pas leurs mails et tout, de mettre l'information sur les sites. Donc j'espère que ça va être fait. Mais ça, je sais que le mail est parti hier matin. D'ailleurs, plusieurs ont acquiescé, donc il a dû être reçu. Oui. Oui, puis il y aura une mise à jour. Effectivement, on a demandé une mise à jour aussi sur le site académique pour que vous puissiez retrouver toutes les informations. Ok. Il y a une autre question. On nous demande est-ce que la pré-pro possède vraiment des avantages pour notre futur? Alors, oui, je pense que oui, notamment parce que ça vous fait découvrir quand même le métier. Ça vous confronte au métier. Des fois, on a une vision un peu erronée de quand on était élève, et cetera. Sauf que les choses changent, le monde change, surtout le monde de l'éducation, les élèves aussi changent et des fois de se retrouver confronté, aux réalités de terrain, on s'aperçoit que de savoir si on est vraiment fait pour ça, pour ce métier ou pas. Heu Voilà, si on a la patience, notamment pour le premier degré aussi, d'être avec des élèves, par exemple de CP, leur apprendre, la lecture, l'écriture. Alors, il y a des élèves pour lesquels ça va se passer, très bien. Il y a des établissements avec des milieux défavorisés, ou des élèves à difficulté pour lesquels ça va être plus compliqué. Vous allez être aussi confrontés parfois à des voilà, à des problématiques, qui sont dures, hein. On a des élèves qui sont en situation vraiment de souffrance.
voilà, parce que ça se passe mal dans les familles, et cetera. Il va falloir, être confronté à tout ça et je pense que la meilleure façon de s'y confronter, c'est d'être sur le terrain. Donc pour moi, oui, c'est un avantage les contrats d'AED pré-pro, ça vous permet vraiment d'avoir cette expérience. Ça va vous permettre aussi par rapport à à l'entrée au master MEF et au concours, de recrutement, du professorat d'avoir des arguments pour les oraux. Vous aurez déjà, une expérience, de terrain, vous allez savoir construire, faire de la construction pédagogique. Normalement, à terme, vous êtes censé savoir faire un cours, savoir organiser une progression pédagogique, et cetera. Vous aurez déjà le jargon, vous aurez déjà la connaissance du système éducatif et du fonctionnement d'un établissement. Donc pour moi, oui, c'est un plus par rapport à quelqu'un qui va arriver, sans être passé par là et qui va apprendre de lui-même, et qui va devoir tout apprendre en arrivant à l'INSPE. D'accord. D'accord. Et du coup, j'ai une question, si, par malheur, nous n'avons pas nos concours, est-ce que le fait d'avoir fait la pré-pro nous permet d'être professeur non titulaire? Alors si vous n'avez pas vos concours, oui, il y aura aussi cet avantage-là, c'est que, nous on recrute, hein, au niveau des agents non titulaires, on recrute régulièrement. Alors après en fonction des besoins académiques et des disciplines et alors pour l'instant on n'a pas encore eu le cas puisque le dispositif est que de 2019 et j'ai pas encore eu l'occasion de recruter des ex-AED pré-pro qui n'auraient pas eu le concours, directement au niveau des agents contractuels, mais ça arrivera peut-être un jour et je pense qu'effectivement cette expérience-là sera valorisée. Dans le D'accord. sens où vous avez déjà effectivement tout ce que je vous ai dit, le jargon, la culture, les connaissances du système éducatif et du fonctionnement d'un établissement et que vous allez déjà être préformé, on va dire, aux progressions pédagogiques et à la didactique. D'accord. OK, merci. Donc pour nous, ça sera un plus de toute façon, de vous recruter, par rapport à quelqu'un de lambda qui viendrait d'un cursus, autre. D'accord. Heu, Madame Alexandra a dû partir, je sais pas pourquoi, mais elle va sûrement revenir, peut-être un problème informatique. Mais, moi par ailleurs, j'ai une question, est-ce qu'on est obligatoirement affecté, j'ai envie de dire, dans des classes lambda ou est-ce qu'on peut aussi avoir une affectation, pardon, dans des classes, ULIS? Je sais pas si ça s'appelle comme ça ici aussi, mais, Non, alors, surtout dans un premier temps, on va éviter de vous confronter tout de suite aux établissements les plus compliqués. On évite tout ce qui est établissement, dit sensible, tout ce qui est établissement en zone d'éducation prioritaire. Au moins les zones d'éducation prioritaire dites plus, les REP+, on va éviter. On va éviter aussi de vous mettre effectivement sur des ULIS ou des SECPA. On va vous mettre plus sur des établissements effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, les lieux d'accueil sont sélectionnés, hein, par les inspecteurs, à la fois pour les tuteurs, mais aussi pour, leur capacité de vous accueillir. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous mettre et qu'on ne peut pas en prendre énormément, c'est qu'il faut aussi des établissements où vous allez apprendre dans de bonnes conditions. Voilà, le but c'est pas que vous soyez mal accueillis, que vous ayez l'impression, de gêner plus qu'autre chose ou alors, de subir effectivement, des difficultés qui sont pas agréables, ni pour un jeune enseignant, ni pour quelqu'un, qui est là en observation ou en stage ou en AED. d'accord. Voilà. Donc vous serez sur des établissements sélectionnés et plutôt sympas. Mais du coup Après, il peut arriver que même dans des établissements plutôt sympas, plutôt tranquilles, on ait parfois, des élèves qui sont pas forcément les plus gentils et les plus agréables. d'accord, mais du coup, par rapport à ça, pour une personne enfin, du coup, je vais prendre mon cas. Par exemple, j'ai fait une formation de babysitting pour les enfants en situation de handicap et j'ai déjà fait un stage dans une classe ULIS. Est-ce que, il y aurait possibilité, d'être mise dans une classe ULIS ou pas? Non, parce qu'on n'aura pas de tuteur pour vous suivre. Par D'accord. contre, ce qui est intéressant dans votre profil aussi, ça vous pouvez le mettre en valeur que vous avez, voilà, vous avez aussi, un profil et que vous êtes intéressé par le milieu du handicap. En ce moment, on entend beaucoup parler d'école inclusive et c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on demande aussi maintenant à nos enseignants, d'avoir cette approche par rapport au handicap et
c'est pas une approche d'AVS ni une approche de psychologie, mais c'est quand même être sensible par rapport à cette problématique du handicap dans les écoles. Donc ça peut être un plus. Je pense qu'il faut le mettre en avant. Et puis au moment de votre recrutement, vous pouvez aussi le proposer auprès de votre chef d'établissement en disant que voilà, vous avez une certaine appétence et que s'il y a des élèves à profil particulier ou des élèves effectivement en inclusion scolaire, vous pouvez vous proposer voilà, de suivre ou de monter peut-être un projet avec cet élève-là, hein. D'accord Voilà, et ça c'est vraiment à discuter avec votre chef d'établissement et votre tuteur. d'accord et du coup, ça m'emmène sur la question de est-ce que, suite, à notre candidature, faite sur internet, on aura un entretien? Alors non, parce qu'en plus, vu les circonstances encore sanitaires, voilà, on n'arrive pas encore à faire trop de rencontres, après ce sont des entretiens en distanciel, mais c'est toujours un peu compliqué à mettre en œuvre et puis c'est pas forcément des plus agréables donc non, il y aura pas d'entretien, il y aura vraiment, c'est vraiment une sélection plus sur dossier. On D'accord, le regrette parce qu'on préférerait effectivement aussi faire des entretiens, même si ça prend beaucoup de temps, mais ça sera une sélection sur dossier. d'accord, bah, merci. Après, il se peut que certains UFR, fassent une sorte de commission de sélection avec des petits pas des entretiens, mais fassent une petite réunion d'information, voient un peu demandent un peu à vous voir pour, exposer vos motivations. Ça peut arriver. D'accord. Mais compte tenu des circonstances, ça m'étonnerait que ça arrive encore cette année. Ensuite, il y a une question, même étant en pré-professionnalisation, pardon, pourrons-nous tout de même passer le concours de professeur des écoles, pour les écoles privées? Oui, D'accord, oui, oui, ça ne dispense pas, enfin, ça gêne en rien pour le concours. Sauf qu'après, vous aurez suivi normalement un master MEF. Mais vous pouvez postuler, enfin, vous pouvez présenter le concours du privé comme du public, hein, master MEF, hein. Vous pouvez présenter tous les concours que vous voulez d'ailleurs. d'accord. Après, il y a quelqu'un qui demande s'il peut avoir des précisions sur le contenu à mettre dans la lettre de motivation. Hormis, Faut vraiment qu'on sente que, vous avez une appétence et que c'est votre vocation d'être enseignant. Voilà, il n'y a pas grand-chose, à y mettre, hein. On vous demande pas effectivement de nous faire un roman ou de mentir sur votre situation, de dire que depuis que vous avez 6 ans, vous avez envie d'être enseignant, mais nous montrer un peu pourquoi vous voulez être enseignant aussi. Qu'est-ce qui vous amène vers cette voie? Heu, voilà, vous pouvez dire que vous avez déjà rencontré, vous avez des enseignants dans la famille et que ça vous a donné la vocation. Vous pouvez dire que, voilà, vous êtes très sensible, effectivement, à la problématique de l'inclusion scolaire, au niveau du handicap, dans les établissements et que vous aimeriez travailler dans cette voie. Il y a plein de choses là, il faut vraiment que ce soit propre à chacun. C'est pour ça que bon, les lettres, recopiées sur internet, finalement ont peu d'intérêt, pour nous puisque, ça on connaît un peu, le système, mais il faut vraiment qu'on sente pourquoi vous avez envie de le faire. d'accord, C'est le but, hein, c'est vraiment le but de ce dispositif-là, c'est-à-dire que c'est pas offrir un contrat, à tout le monde, juste pour découvrir le métier. C'est pas une découverte professionnelle, c'est vraiment dans le but, de vous, conforter finalement dans votre choix d'accord, professionnel. C'est que vous avez déjà l'ambition de faire ça, vous suivez des études pour faire ce métier-là. Si vous êtes encore dans une phase où vous savez pas trop, ce que vous allez faire, voilà, ça sera peut-être plus compliqué pour vous de faire une lettre de motivation vraiment pour ce dispositif. d'accord. Par rapport au dossier, de candidature, quelqu'un qui a mettons, qui fait son dossier et justement qui a oublié ou alors qui n'a pas mis une pièce, à transmettre, actuellement, par exemple, je sais pas moi, les résultats du premier semestre, actuellement, est-ce qu'il peut vous les faire parvenir directement par mail, enfin, en ce moment? Ou est-ce qu'il faut, qu'il demande une réouverture du dossier avant pour ensuite les envoyer?
Alors, sur le serveur, je crois que vous avez une adresse, effectivement, en cas de problématique, et cetera, internet. Je pense que vous pouvez la saisir. Après, si c'est à l'issue des serveurs, enfin, de l'ouverture des serveurs que vous en apercevez, bah, vous hésitez pas à nous recontacter, qu'on voit ce qu'on peut faire. Hein. D'accord. Vous pouvez me contacter, directement, au bureau du remplacement des PE3 ou à l'adresse préprofessionnalisation-rouen@ac-normandie.fr. Voilà, on répondra à toutes vos questions. C'est une adresse qui vous est dédiée. Alors j'y réponds, régulièrement et puis j'ai une personne qui est à mi-temps pour me seconder puisque vous êtes très nombreux à nous solliciter sur cette adresse. Mais, les délais sont assez rapides pour vous répondre. On essaiera de trouver une solution pour pas que ce soit éliminatoire. Je remettrai l'adresse, sur Universities pour tout le monde, que ce soit plus facile. Pas de souci. Et Je puis c'est sais pas pareil, si si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, dont on n'aurait pas pu parler aujourd'hui et cetera, hésitez pas à nous solliciter, par rapport à ça, on est là pour vous répondre. il y a quelqu'un qui demande: «Est-ce que les tuteurs sont sélectionnés aussi?» Oui, OK, par les inspecteurs d'académie. d'accord. Alors, plus pour le second, enfin non, même pour le premier degré mais pour le premier degré, c'est des inspecteurs d'académie qui redemandent aux circonscriptions. Vous savez qu'il y a des inspecteurs de circonscription et après donc ils demandent au directeur d'école. Il y a des maillons, supplémentaires par rapport au second degré et le premier degré, on n'est pas encore dans une phase, on va dire comme c'est ouvert que depuis l'année dernière, on n'est pas encore dans une phase de routine sur le dispositif. Donc il y a encore des petits ajustements, des petites choses qui se font, mais voilà, on doit se revoir prochainement avec, mes collaborateurs du premier degré pour mettre en place, des choses plus formalisées. OK. Notamment sur le suivi aussi, avec vos tuteurs, parce que les tuteurs sont parfois un peu perdus dans le premier degré. Il faut savoir que quand vous êtes affecté dans le premier degré, vous êtes affecté dans une école, rattaché dans un établissement qui souvent est le collège de secteur. Donc c'est l'école qui vous a dans l'affectation, mais vous êtes géré administrativement, par, le collège, qui ne vous connaît pas. Voilà, D'accord. c'est un peu complexe, donc tout le monde a un petit peu de mal par rapport à ça, donc on va essayer de formaliser plus les choses pour que, tout le monde puisse, savoir, ce qu'il a à faire et où il va. OK. Du coup, il y a des précisions parce que je suis revenu sur les pièces, à rajouter. Donc on est d'accord que pour le moment, on met que les relevés notes du semestre 1, Mmh, dans les pièces à joindre ouais, et pour l'attestation, des 60, ECT à ajouter, ce sera envoyé par mail, du coup, oui. OK, Oui, ce sera envoyé dès que vous les avez, fin juin, début juillet, ce sera envoyé sur l'adresse pré-pro. De toute façon, ça devrait tomber à peu près aussi, sur, les résultats justement de la commission, de recrutement. Donc, au moment de la commission de recrutement, si vous avez une réponse positive, on vous demandera de fournir les pièces justificatives pour clôturer votre dossier. Si toutefois, bah, vous n'avez pas les crédits suffisants, là encore, on passera sur la liste complémentaire. C'est aussi pour ça qu'on répond pas tout de suite aux personnes qui ne sont pas, recrutées dans la première vague. C'est-à-dire que, bah, si moi je recrute quelqu'un et qu'il n'est pas en mesure de me fournir, ses 60, ECTS, bah, malheureusement il perdra, là pour le coup, le bénéfice du recrutement et puis je prendrai quelqu'un de la liste complémentaire. d'accord. Ah oui, donc c'est-à-dire que le recrutement se fait de toute façon, basé sur, premièrement sur la première sélection de la fac et ensuite uniquement sur la lettre de motivation et le CV? Oui. D'accord. Donc, en soi les re Pour ce qui nous concerne, oui, ça sera que lettre de motivation et CV, une fois que la fac nous aura donné l'avis aussi sur votre candidature. oui, C'est-à-dire oui, que la oui. fac va émettre un avis, hein, favorable, très favorable, défavorable. Sur les très favorables, réservez aussi justement, on va dépouiller vos candidatures en regardant les lieux et cetera. On va commencer à vous mettre, sur des affectations. Au moment où on va vous proposer les affectations, on vous demandera bien évidemment d'attester, là pour le coup, de vos crédits et de votre relevé de notes. Si D'accord. par exemple vous n'avez pas obtenu vos 60, ECTS, hein, parce que ou vous allez redoubler ou des choses comme ça ou même,
hein, ou vous changez d'avis, dans ce cas-là, effectivement, on procédera à un échange. D'accord. Donc, en soi, quelqu'un qui l'a pas mis dans son dossier tout de suite, même s'il les renvoie pas par mail tout de suite, ils lui sont forcément demandés? Oui. Donc, OK. Pour vraiment entériner, le recrutement, il faudra justifier des 60 CTS. D'accord. Donc ça, on peut pas vous recruter. D'accord et donc du coup, il y a quelqu'un qui demande, du coup, on met quoi dans le crédit? Donc, rien du tout sur le questionnaire à remplir? Non, OK. bah, non, Heu, pour l'instant. Alors moi, j'ai prévenu, hein, qu'effectivement, de toute façon, vous ne pourriez pas, les rendre puisque je sais que vos résultats, et notamment cette fameuse attestation, vous allez pas les avoir avant juin, juillet. Donc mais voilà, c'est pas bloquant pour déposer votre candidature. Et D'accord. c'était dans le cas où on rouvrirait les serveurs un petit peu plus tard pour que vous puissiez compléter vos dossiers. Alors, il D'accord. faudrait que je revoie avec le service informatique, si ça sera faisable et de toute façon, si c'est pas faisable, vous inquiétez pas, j'aurai toujours moyen de vous demander, en allant, récupérer vos adresses mail pour les recruter, de me donner les documents demandés. D'accord. Bon, moi bah, je j'avais vas-y, vas-y. désolée. J'ai vu qu'on devait aussi, mettre, le diplôme du baccalauréat. Mmh, Je pense parce que c'est censé être notre dernier diplôme, mais par exemple, moi j'ai déjà un BTS. Est-ce que je mets aussi ou pas oui, du tout? Oui? oui, oui. D'accord. Bah, là, du coup, ça pose problème parce qu'on peut déposer qu'un seul fichier à la fois. Ah, Ah, je n'avais pas vu. Du coup, peut-être plus le baccalauréat? peut-être plus le baccalauréat, effectivement, pour voir un peu la spécialité que vous avez OK, suivie, mais le BTS peut aussi, nous donner l'indication de la spécialité. OK. d'accord. Ça Du sert coup, juste à voir si vous avez un bac pro ou un bac général et si vous avez un bac, un bac général, quelle option, enfin quelle spécialité d'enseignement vous avez suivi? D'accord. par Du coup, rapport le bac. au Ah, vas-y. Non, c'est bon, je disais juste merci. Ah, d'accord. Du coup, bah, le bac qu'on a fait peut avoir une répercussion sur si on est pris ou non? Non, ça a pas de répercussion, c'est plus à titre, on va dire, même pas de curiosité, mais presque dans un but de statistique aussi pour voir, effectivement si, les personnes par exemple, qu'on fait une filière, scientifique, y arrivent plus que ceux qui ont fait une filière littéraire, sur ces enseignements-là en premier degré. D'accord, Il y a des études déjà qui sont faites aussi dans le cadre justement des reçus concours, hein, savoir quel cursus ils ont suivi avant, est-ce que les scientifiques réussissent mieux au concours de PE ou les autres? Voilà, donc ça va dans la continuité. C'est pour ça qu'on observe au baccalauréat, mais il y a aucune, c'est pas, discriminant ni, qualificatif. C'est vraiment, plus à titre d'enquête. d'accord, merci. et du coup, on est obligé de fournir le bac, mais pour, beaucoup de lycées, du coup, les cérémonies de remise, elles ont été, vachement, Relevé repoussées. de notes, vous pouvez mettre le relevé de notes à la place. D'accord et c'est pas grave, enfin, c'est équivalent, c'est C'est ça, OK. c'est ça. Là Merci. encore, c'est vraiment à titre d'information pour voir un petit peu quelle, filière vous avez suivi, quelle dominante vous avez suivi. D'accord. OK. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Ah si, alors, il y a des champs obligatoires à respecter comme les notes, il y a des champs obligatoires à respecter comme les notes du second semestre ou les 60, ECTS. On ne peut pas clôturer notre candidature sans avoir ces infos. Le serveur peut quand même nous accepter sans avoir respecté les champs obligatoires ou pas? Normalement, oui. Si toutefois c'est vraiment bloquant, il faudrait que j'en avertisse, la division, enfin le service informatique pour que ça ne le soit plus. D'accord. OK. Si Sinon, vous pouvez, remplir tous les si vraiment c'est bloquant au niveau de la candidature et dans ce cas-là, j'en avertirai les services informatiques, et pour pas que vous soyez bloqué et que vous ayez tout à ressaisir, ce que vous pouvez faire, c'est, mettre, à chaque fois votre relevé de notes, du 1er semestre. Alors on l'aura 3 fois, c'est pas grave, mais au moins ce sera pas bloquant et de toute façon, on sait que les 2 autres pièces, vous ne pouvez pas nous les fournir donc là, c'est plus une erreur du service informatique qui l'aurait laissé en champ, bloquant.
alors on avait demandé à ce que ce ne soit pas bloquant par rapport pour terminer votre dossier de candidature. Ok, d'accord. De toute façon, les deux seules pièces qu'on ne peut pas fournir, c'est les 60 CTS et l'attestation L2. d'inscription L2. C'est ça. Voilà. Normalement. Alors, ils sont pas obligatoires quand je regarde s'il n'y a pas d'étoile. Et quelqu'un te dit de son côté que ça bloquait, enfin, que ça marchait pas quand qu'elle est obligée de mettre quelque chose. Bon, si toutefois, effectivement, il y a trop de problèmes de cet ordre-là, pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, que je contacte le service informatique pour faire le nécessaire au plus vite, hein, que ce ne soit pas bloquant pour tout le monde. Et puis quand on s'aperçoit à la fin de la session que personne n'a pu remplir son dossier parce que vous n'avez pas les pièces, et je vous dis, si vraiment ça pose problème, n'hésitez pas à mettre 3 fois votre relevé de notes, comme ça au moins ça bloquera pas le serveur, et puis qui est un peu bête et discipliné parfois. Et puis moi, j'avertirai le service informatique pour qu'il fasse le nécessaire au plus vite. D'accord. Je sais pas s'il y a d'autres questions ou pas, mais je pense qu'on a déjà bien fait le tour de toutes les questions que tout le monde pourrait se poser. J'espère que vous avez pu avoir une plus grande vision, on va dire, du dispositif. Ça a pu vous aider un petit peu, Oui. ou vous conforter dans vos choix, ou voilà. Je sais que c'est pas facile non plus d'avoir les informations sur le dispositif parce que c'est quelque chose d'assez nouveau et que parfois on se noie dans le jargon, on va dire, un peu administratif sur le site de l'Éducation nationale. Donc n'hésitez pas à nous recontacter, hein, on est là pour vous répondre si besoin, que ce soit par téléphone. Vous pouvez m'appeler moi ou directement Madame Évrard, qui vous gère au niveau de la DPE3, ou Madame Alexandre, mais Madame Alexandre va être plus sur la partie relations université. Voilà, et moi je suis plus sur la partie relations avec le dispositif, relations avec les candidats, mise en place du dispositif et gestion administrative du dossier. Bah, en tout cas, merci beaucoup de vous être rendues disponibles toutes les deux, même si Madame Alexandre m'a prévenu qu'elle Oui, avait je eu pense qu'elle a dû être appelée au téléphone ou par quelqu'un dans son bureau. J'ai cru voir quelqu'un arriver dans son bureau. Elle m'a prévenu. Autre précision, quand vous serez recruté, vous ne serez pas non plus livré à vous-même. Vous aurez une petite journée d'accueil institutionnel et vous aurez un petit livret des AED pré-pro pour savoir un petit peu quelles sont vos missions, ce qu'on attend de vous, vos droits et obligations, votre statut réglementaire. Voilà, il y a tout un petit panel pour, là encore, on se reverra, je pense, puisqu'en général, c'est moi qui l'anime en collaboration avec des collègues. Donc on se reverra à ce moment-là et puis on vous précisera tout ça au moment du recrutement. D'accord. Alors, un peu après, hein, un peu après le recrutement, puisque vous serez recruté au 1er septembre. Au 1er septembre, en général, on est assez occupé, hein, dans les services académiques, puisque c'est la rentrée scolaire, mais quelques jours après, on vous accueillera, j'espère en présentiel, en amphi directement, plutôt qu'en distanciel, où c'est moins agréable quand même, entre les soucis de connexion des uns des autres, et puis voilà. Bon. Je sais pas s'il y a d'autres questions, si jamais, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre à tous, puisque je pense que ça a aidé tout le monde. Puisque comme vous l'avez dit vous-même, on a eu du mal à trouver les infos de manière générale. Mais en tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à vous de votre patience.